Ces derniers mois, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, les réunions se sont multipliées avec comme thème principal comment lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. À Niamey, où s'est tenue une réunion sous ce thème, était présent le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Une réunion d'importance car la plupart des pays de la zone sont pris en tenaille par les attaques djihadistes et ne savent pas où donner de la tête. Ainsi, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Mali, Niger ou encore Nigeria sont au quotidien la cible des groupes djihadistes qui fourmillent dans la région avec des incursions dans des territoires qu'on pensait sans doute à tort à l'abri. C'est notamment le cas du Bénin. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est aussi penché sur la question et a d'ailleurs adopté à cet effet une résolution réclamant aux pays membres des Nations Unies de durcir leur arsenal répressif dans la lutte contre le financement du terrorisme. Il est concrètement demandé de pénaliser le financement du terrorisme, même en l'absence de lien avec un attentat particulier. L'Union européenne, divers organismes et groupes du monde entier réfléchissent aussi à la question et montrent l'importance pour les dirigeants du monde de résoudre cette question épineuse. Pourtant, il y a des questions légitimes qui subsistent. Angle de vue se propose aujourd'hui de voir la question sous le prisme de la compréhension des concepts ainsi que des moyens mis en œuvre et leur impact à court, moyen ou long terme. Afrique, financement du terrorisme, mode de fonctionnement et pertinence de la stratégie répressive, c'est le thème central de cette émission. Merci de nous rejoindre sur votre émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Place au débat, on revient juste après ceci. À nos côtés, aujourd'hui, Souleymane Abzat, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Un plaisir de vous avoir aujourd'hui face à vous. Casimir Kodia, bonjour. Bonjour, Johannes. Mon éminent confrère, directeur de publication du quotidien Nouvelle Économie. Vous êtes journaliste, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Voilà, monsieur, nous avons aujourd'hui aussi bien l'Union africaine, nous avons la CEDEAO, nous avons l'ONU. On a l'impression que tous les organismes, aussi bien au niveau africain qu'au niveau mondial, sont aujourd'hui, on va dire, très, je dirais, très imprégnés ou très intéressés par la question du terrorisme ou la problématique du terrorisme. Selon Abzat, qu'est-ce qui peut expliquer, je dirais, cette veille quotidienne-là et ce besoin permanent-là de trouver une solution à cette question? Je pense que, déjà, merci de me recevoir de nouveau sur ce plateau, et surtout sur une émission de cette envergure qui parle de problèmes sensibles, hautement sensibles. Donc nous ferons en sorte de dire l'essentiel, et de faire en sorte que les téléspectateurs et téléspectatrices soient satisfaits de ce débat. En fait, je pense que la question du terrorisme aujourd'hui devait préoccuper plus nos gouvernants. Et j'ai la crainte que ce soit pas le cas. Selon vous, on n'en fait pas assez? Non seulement qu'on n'en fait pas assez, mais il n'y a pas de mesures draconiennes qui sont prises pour parer à ce genre d'éventualité. Vous voyez que ça s'étend. Ça va dans tous les sens maintenant. Et ça, je l'avais dit plusieurs fois, les prochaines guerres en Afrique vont se dérouler dans le Sahel. Ça, je l'ai dit sur plusieurs émissions. Et vous voyez ce qui se passe au Mali, Burkina, même ici au Togo et ailleurs. Même le Ghana n'y a pas échappé. On essaye même le terrorisme, même de nos jours, essaye de prendre une autre forme. Ce n'est plus le terrorisme tel qu'on le voit, c'est-à-dire dans le sens que il y a une équipe de terroristes qui viennent, qui frappent une localité et se retirent. Non, le terrorisme est en train d'être un peu, si vous voulez, un peu sur les bords. On est en train de donner une connotation un peu identitaire. Vous voyez maintenant que ce n'est plus des terroristes sous couvert
un sigle là qui viennent, qui mènent une action. C'est plutôt maintenant des armes qui sont données à des fractions rivales, ou ce sont des ethnies rivales qui, sur un point ou un autre, ne s'entendent pas, et on essaie de les détruire. Et ça favorise l'ennemi. Vous savez, quand un ennemi est lézardé, c'est facile pour l'ennemi de s'introduire chez vous. C'est notamment le cas au Mali où on déplore des dizaines de morts récemment. Il y a, Casimir Queillot, une notion qui est souvent liée à la question du financement du terrorisme. C'est la notion de blanchiment d'argent. Quel rapport il y a entre ces deux notions-là? Merci beaucoup. Quel rapport il y a? Il faut déjà remonter à l'histoire. Il faut déjà comprendre d'où est-ce que cette activité, si j'ose parler ainsi, est partie. C'est d'abord les pays qui ont le pétrole, qui ont l'argent. C'est eux qui ne sont pas d'accord pour des principes déjà d'économie ou de suprématie d'autres États. Et donc sont prêts à mettre donc l'argent du pétrole à contribution pour exprimer leur point de vue sur la gestion géopolitique du monde. Je ne veux pas citer ces pays, mais lorsque je vous rappelle la guerre donc entre l'Iran et l'Irak, quand je vous rappelle un certain nombre des actions donc commises par ces groupes-là, vous comprenez. Libanais, merci beaucoup. Et quand donc vous avez cette histoire, et quand je veux rapporter cela donc à l'actualité toute récente, l'actualité de mon ère, je veux parler donc de la France qui a violé donc les principes du Conseil de sécurité de l'ONU et qui donc a remis des armes, on peut le dire sur un plateau de télé aujourd'hui, qui a remis donc des armes à des individus africains, à la Libye. Et aujourd'hui, ces armes se retrouvent au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria, un peu partout sur le continent. Voilà donc comment c'est financé. Voilà donc d'où est parti donc ce lien, cette jonction entre le terrorisme et le blanchiment donc de capitaux. C'est des frères du même sang. Et ils se complètent, parfois ils se séparent, parfois ils se retrouvent sur un même terrain, et puis voilà, le dégât il est parti. Parce que lorsque vous rentrez dans la morphologie même de ces terroristes-là, ils n'ont jamais en esprit qu'ils sont en train de commettre des actions. Ils prennent plutôt les Français, enfin ceux-là qui se disent mieux organisés, les Américains et autres, ils les prennent donc comme des personnes bizarres, des personnes qui ne respectent donc pas l'orthodoxie donc de la religion, de leur religion à eux, et donc qu'il faut les combattre. Et donc voilà un peu dans quelle logique ces terroristes-là se situent, et ils sont soutenus parfois par des États que je ne vais pas citer, mais tout le monde connaît ces États aujourd'hui qui financent à bon vouloir donc le terrorisme à travers le monde. Et donc l'Afrique n'est pas aussi isolée, hein. Il ne faut pas penser que l'Afrique est en dehors donc de ces financements, en dehors donc de ces actions. L'Afrique est au cœur même de ce terrorisme. Parfois, l'Afrique donne donc, les États africains font le lit donc à ces financements-là. Et aujourd'hui, voilà là où nous en sommes. Parfois, bon, le pauvre continent africain est parfois victime, mais parfois c'est nous-mêmes qui donc appelons ces messieurs-là sur notre territoire, parce que si on doit rentrer dans les méandres de cette question-là, je ne sais pas si notre sécurité elle est garantie sur le continent pour qu'on fasse le débat comme cela se doit. J'aurais pu être un Américain que je vous donnerai ici donc des valeurs en termes donc de financement, en termes de blanchiment de capitaux, mais je vais citer au cours de l'émission, on va citer des organes, on va citer des organisations internationales qui aujourd'hui sont donc à l'origine de ce financement-là. Alors, aujourd'hui, on croyait que c'était peut-être uniquement les pays sahéliens qui seraient concernés. Aujourd'hui, on voit avec notamment le Mozambique où l'organisation État islamique a revendiqué des attaques, où il y a aujourd'hui des centaines de morts déjà qui sont comptés parce qu'on a découvert le pétrole dans une certaine partie du pays. On a plein de pays aujourd'hui qui sont aujourd'hui, on va dire, en alerte orange ou en alerte rouge concernant les questions de terrorisme international. Il y a la RD Congo, où on se demande aussi si les forces démocratiques alliées, les FDLR notamment, qui étaient censés être des Rwandais, des Hutus et consorts, aujourd'hui, ces groupes-là parlent d'appartenance à des organisations terroristes. Vers quoi évolue-t-on concrètement sur le monde? C'est ce que j'essayais de vous dire. Déjà, je voudrais rassurer mon co-débatteur en lui disant que, de toute manière, qu'il dise la vérité ou non, elle éclatera.
Luc 12, verset 2 à 3, il n'est de secret qui ne doit être connu, ni de vérité qui ne doit être entendu. Ce qui est caché dans les ténèbres apparaîtra à la lumière. Donc on a beau chercher à masquer, un jour viendra où quelqu'un dira à notre place que d'autres ne veulent pas entendre. Donc si on a la possibilité de le dire, ne nous gênons pas. C'était quelque chose que j'allais dire. Mais en fait, en matière de... Je voudrais qu'on remonte au développement du terrorisme en lui-même. Oui, au départ, ça s'appelait du mercenariat. Il y avait des États qui, dont je ne cite pas les noms ici, qui finançaient. Je prends le cas, par exemple, de la Libye. Je vous dis quelque chose qui a fait que aujourd'hui, on est parfois assujetti à ce genre de mouvement. Moi, j'ai été formé au sein de la Mataba. La Mataba, c'est quoi? C'est le centre de résistance contre le sionisme, la réaction, le fascisme et l'impérialisme. Donc, c'est la ligne dure de la révolution. Dans ce cas, dans ce centre-là, vous étiez formé politiquement, militairement et religieusement. Mais imaginez-vous que, à la mort de Kadhafi, la Libye étant un centre à ciel ouvert d'armes, dépôt d'armes, tout est vandalisé. Mais ceux qui ont la spécialité d'être des faiseurs, d'être des businessmen, en l'occurrence, se sont servis de cet état de la nation libyenne pour faire leur business vers le Sahel. Et cela en renforçant déjà les mouvements, parce qu'il y avait des mouvements de révolutionnaires au sein de la Mataba. Ceux qui savent de quoi je parle, savent de quoi je parle. Et ces mouvements de révolutionnaires étaient en fait entretenus par le régime libyen, financés par le régime libyen. Est-ce qu'on appelait ça du terrorisme à l'époque? Non. On appelait ça mouvement de défense ou bien de l'indépendance de telle ou telle région, de tel pays. Mais si ces gens-là ont des armes, ils ont les moyens, et qu'ils perdent le contrôle idéologique de leurs objectifs, mais souffrez qu'ils deviennent des voyous. Et s'ils deviennent des voyous, sous prétexte que la France ou un autre pays, État européen, occidental, vient faire du bordel en Afrique, mais ils s'érigent en groupe que vous connaissez. Acmi, Moujao, tout le bordel qu'on voit dans le Sahel. Et une fois reconstitué, mais c'est des gens qui courent d'abord au financement. Et j'en viens. Et le financement, il est sous deux formes. Il y a le financement du terrorisme dans le sens étatique du terme. C'est-à-dire qu'il y a des États qui financent le terrorisme, ils vous donnent de la liquidité, combattez tel État pour moi, commettez tel attentat pour moi. Et il suffit de trouver des gens qui sont acquis à la cause et qu'ils font. Déjà, le terroriste, c'est quelqu'un qui, de par son mental, est formé pour tuer, se fait tuer. Celui qui est prêt à aller donner sa vie, qu'est-ce que vous voulez en retour qu'il fasse quand il a les moyens? Mais il s'engage dans l'action et puis il a compris son devoir. Mais le mal est que pour nos États, on a cette difficulté-là parce qu'on a des États qui sont très mal organisés, n'est-ce pas, en matière de terrorisme. On a déjà peu d'États en Afrique qui ont des unités antiterroristes. Il y en a peu. Ça, c'est la première des choses. De deux, vous avez des unités pas trop formées. Il y en a quelques-unes. Hein. Vous allez en Tunisie, vous avez des gars bien. En Égypte, franchement, top. En Algérie, c'est même pas là-bas, c'est le high-tech. Et même dans des États comme les nôtres ici, là, j'ai des craintes que... Vous voulez parler d'un État francophone? En particulier. En Afrique de l'Ouest. Où je vous ai dit qu'il fallait qu'on arrête de faire former des Saint-Syriens. Il faut aller à Moscou. Il faut former des gens qui ont la réputation de marcher sur le terrorisme. Mais à côté, on ne vous dit pas qui finance ce terrorisme. Ils sont là, ils sont connus. Mais quand vous allez dans les sommets, ils ne se doivent jamais. Hein, parce que c'est un gros business, pas derrière. Quand je vous dis que c'est un gros business, vous voyez les terroristes, quand ils s'emparent d'une portion de terre, en entrant chez vous, ils visent quoi? Les terres où il y a du diamant, où il y a du pétrole. Parce qu'à partir de là,
on peut financer, on peut creuser, avoir la matière grasse et financer ces activités. Et parmi ces activités, il y a la propagande idéologique, il y a la propagande politique, il y a la propagande économique, il y a même l'habillement des troupes, il y a l'achat de l'armement, etc., etc. Parce que celui qui est là-bas, même qui vous donne l'armement, il attend quelque chose en retour. Hein. Donc, souffrez que le financement prenne cette envergure-là au niveau de l'État. Mais le deuxième paramètre, c'est que les terroristes eux-mêmes courent à des financements qui leur sont propres. Les impôts locaux, par exemple, quand ils martyrisent la population, il y a le trafic d'organes, il y a tout un tas de choses qui se mettent en marche et qui permettent de financer ces genres de mouvements. Le rançonnement. Et à défaut même des enlèvements, comme on le voit avec au Mali, au Burkina, etc. Et ça coûte des centaines de millions. Alors, Casimir Kouedior, lors de l'adoption par le Conseil de sécurité à l'unanimité d'une résolution réclamant notamment aux pays membres de durcir le arsenal répressif dans la lutte contre le financement du terrorisme, il y a des termes qui sont notamment revenus. On parle du Hezbollah libanais qui, par exemple, est accusé d'utiliser des sociétés écrans. En quoi consiste, je dirais, la notion de société écran qui travaille et qui reverse donc des dividendes pour des caches d'armes, pour acheter et faire toutes sortes de trafics. C'est quoi ces notions-là? J'aimerais que vous puissiez rendre cela un peu plus digeste. Un peu plus digeste dans un français facile. Les sociétés écrans, c'est des sociétés qui n'existent pratiquement pas. C'est des sociétés créées en même temps, ces sociétés disparaissent. Leur mission, donc, c'est de signer un contrat, c'est d'avoir donc un financement, et puis après, ça disparaît. L'acte de naissance est en même temps ravalé, et puis ces sociétés disparaissent pour ne plus laisser donc de traces. Donc c'est des sociétés qu'on crée à la volée, et puis on finit l'objectif est atteint, et puis ça n'existe plus. Alors, pour que ces sociétés existent, soient créées, il y a donc des préalables. Et il faut déjà cesser, il faudrait que la communauté internationale cesse donc de proférer des incantations en la matière. On sait tous comment ces sociétés sont créées dans nos États. Ce n'est pas vous et moi qui puissions créer ces sociétés. C'est de commun accord avec nos États que ces sociétés sont créées. Lorsque donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies veut se prononcer sur ces questions, quand la France a décidé de violer les principes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas ça comme cas d'école à traiter. Et pour que chaque fois on nous dise il faut sanctionner qui? Est-ce qu'on ne sait pas où est-ce que ces décisions sont prises? Exact. Donc, cessez de jouer au pyromane après avoir incendié donc, la maison. Cessez de jouer au pyromane. C'est de l'hypocrisie. Pour moi, c'est de l'hypocrisie, ces sociétés écrans. Mais c'est géré comment? C'est nos États. On ne veut pas citer des noms ici. Mais c'est les mêmes qui viennent à la télé bomber le torse pour dire nous luttons contre le terrorisme. Ce sont ces mêmes-là qui, en sourdine, donc, créent ces sociétés et font des transferts de fonds, qui font des transferts de capitaux. Et c'est ça. C'est, pour la plupart du temps, c'est des ONG. Pour la plupart du temps, donc, c'est des sociétés à droit, à but non lucratif, à droit, donc, commun dans nos États qui, donc, exercent ces activités-là qu'on connaît et qu'on peut sanctionner, mais personne ne les sanctionne. Et au finish, on va donc s'en prendre donc, à ces groupes-là pour dire non, c'est eux qui ont frappé. Qui a donné l'argent? D'où est-ce que les armes sont parties? Qui a acheté? Les munitions viennent comment? Mais ça passe par le port, ou bien c'est pas le port, ou bien c'est pas la mer, ou bien c'est pas les airs que ça vient. Donc on connaît le circuit on peut tracer donc ces différentes arrivées sur le continent, ces différentes arrivées dans nos États, on peut les tracer et arrêter ça. Si on veut l'arrêter, on n'a pas besoin donc d'aller prendre des résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est soi-même, on décide d'arrêter le terrorisme et on l'arrête. On n'a pas besoin de vilipender l'Iran, par exemple, sur ces questions donc nucléaires. On n'a pas besoin d'aller juste là. Si on veut arrêter, on n'a pas besoin donc de vilipender un pays comme la Turquie. On n'a pas besoin. Il suffit de se revoir à la table et de discuter. Et il a dit,
la tropicalisation aujourd'hui du terrorisme, c'est actuellement le mode de fonctionnement. On profite donc des fissures ethniques, des faiblesses de nos populations, des idéologies. On profite donc de la notion donc de culture, de la misère du peuple pour infiltrer donc le système, donner les armes, former à la volée ces individus-là. Il a cité les pays qui sont bien organisés aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme en Afrique, c'est les pays du Maghreb. Quand vous descendez au niveau donc de l'Afrique subsaharienne, ces pays-là, comme le Togo, frappé, comme le Burkina Faso frappé, le Mali, c'est quoi notre budget? Le budget de l'État, le budget de ces États-là ne suffit même pas, tout le budget réuni ne suffit pas pour faire face à ce que d'autres pays plus organisés envoient en termes donc de financement du terrorisme. Nous avons à peine le quart de nos budgets pour financer la défense, toute la défense, alors que la quasi-totalité de ce budget est envoyé à ces terroristes. On peut faire quoi par rapport à ça? Vous avez vu le président tchadien, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Mais aujourd'hui, il est émoussé. Chaque fois quand il veut parler du terrorisme chez lui, il a toujours cité la France qui a donné les armes dans le désert. Et aujourd'hui, ces armes se retrouvent sur son territoire. Et c'est cette même France qui vient le voir pour dire « bousillez-les ». Mais c'est quoi cette activité-là? Je ne comprends pas, c'est quoi cette activité? Donc, il faut véritablement que le Conseil des Nations cesse donc de jouer à l'hypocrisie, que ce Conseil s'assoie en son sein et qu'il décide d'arrêter le terrorisme. Et je crois qu'ils vont arrêter le terrorisme et en partie appeler aussi ceux-là qui ont été formés, qui ont appris le maniement des armes, parce qu'il faut aussi le dire, il faudrait penser aussi à la reconversion de ces terroristes-là, parce que quelqu'un qui a été tout le temps dans sa vie formé à ça, vous lui dites d'arrêter le job, il serait un peu difficile pour lui d'abandonner les armes et de faire autre chose, d'aller à l'agriculture, où il faut attendre 9 mois de saison pluvieuse qui ne vient toujours pas, alors que avec ce qu'il a appris à faire, il a facilement le million au détour donc d'un partenaire qui vient le voir à la maison, il a le financement qu'il faut. Donc il faut étudier toutes ces questions-là et cesser donc de proférer donc des incantations en ce qui concerne donc la sanction de l'ONU sur tel pays, parce que les pays comme le Bénin par exemple ont servi dans un passé récent à des plateformes de financement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les États-Unis qui ont classé le Bénin. En 2014, le Bénin a été classé sur la liste rouge des pays donc, qui doivent prendre un certain nombre de dispositions. Je ne sais pas si tout ça a été corrigé aujourd'hui. Donc, cessez de proférer donc, des menaces sur les pays africains pour nous empêcher donc, d'avoir des investissements meilleurs, structurants, dans d'autres domaines, que de se mettre chaque fois donc, à nous envoyer de ces incantations-là. En Libye, par exemple, des armes sont livrées. On parle de livraison d'armes, notamment au GNA, qui est basé à Tripoli, pour pouvoir faire face à l'armée nationale libyenne de Bachar el-Fattah. Mais c'est un pays qui est sous embargo onusien. Et on ne doit pas livrer des armes en Libye. Comment est-ce que ça se passe? Pour répondre à mon co-débatteur, qui trompe qui? Qui trompe qui? Vous l'avez dit ici lors d'une émission que vous avez été surpris de voir que le général Khalifa Haftar avait du matériel récent. Matériel flambant neuf. De dernière technologie. Vous avez... C'était des pick-up flambant neufs. C'était des soldats, mais habillés à la régulière. C'était une armée, une véritable armée. D'où sont tout ce pactage-là? Puisque la Libye ne fabrique pas des armes. Et mieux, ils sont en guerre depuis, je ne sais pas, 6 ans. Donc, il n'y a pas la paix pour dire qu'on va fabriquer, on va mettre des usines qui fabriquent des armes. Alors, tout ce matériel neuf, il a bien une provenance. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez une arme, il y a des références dessus. Les références permettent à la DAMO, la direction armement, munitions et optique, de retracer la société ou le pays qui a fabriqué ce type d'armement. Donc, qu'on arrête de se foutre de notre gueule, comme il est dit. C'est aussi facile de retracer ceux qui livrent les armes que ceux qui financent le terrorisme. Alors, qui trompe qui, encore une fois de plus? Je voudrais vous poser une autre question. Oui. Doit-on aujourd'hui empêcher ou réguler
aussi les vendeurs. Parce que s'il n'y a pas vendeur d'armes, il n'y a forcément pas acheteur et il n'y a forcément pas terroriste. Là, en fin de compte. Je ne sais pas, c'est la LRA aux États-Unis. Je crois que c'est ça. Hein, ouais. Pour, la fabrique d'armes aux États-Unis. Vous avez vu ça avec le président Trump. Il a levé toutes les sanctions. Lui, il nous veut vendre les armes. Et comme vous voulez, à qui vous voulez. Vous pensez que quand il y a la guerre au Yémen, par exemple, prenez le cas du Yémen, mais c'est un génocide qui ne dit pas son nom. Mais est-ce que la France a cessé de vendre des armes à l'Arabie Saoudite? Voilà des cas de financement étatique du terrorisme. Parce que moi, si je prends des armes que je vais attaquer mon voisin, c'est considéré comme du terrorisme d'État. Terrorisme d'État. Maintenant, si c'est des individus organisés en groupe, sous-groupe là, qui attaquent une entité ou décident d'emmerder un État, parce que le terrorisme aussi, ne croyez pas que c'est une affaire d'idéologie. Hein. Si le terrorisme était une affaire d'idéologie, je pense que tout le monde sera terroriste. Hein. C'est d'abord une affaire de business. Ils attaquent pourquoi? Pour avoir de l'espace, pour avoir du terrain, pour avoir la possibilité de faire des affaires. Et les affaires passent par quoi? Ou l'extraction du diamant, l'extraction de l'or, le pétrole, le magasin, tout ce qu'on a comme ressources. Et Dieu sait que notre sous-sol africain, il n'y a pas pareil. Hein. Et je vous ai parlé de la carte de 1 million à 1 milliard de dollars. Nous en avons évoqué ici plusieurs fois. Le sous-sol africain est scanné depuis. On sait qui dort sur quoi, qui est au Kivu, qu'est-ce qu'il y a, en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il y a. Sachant ça, ils se sont organisés. Il y a un plan machiavélique. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, sinon je risque de réveiller des sensibilités. Il y a un plan machiavélique qui est en cours par rapport à cette carte de 1 milliard de dollars. Regardez, vous étonnez pas que les États-Unis décident d'avoir des bases partout. Et ça, au vu, ça dit au nez et à la barbe de nos dirigeants. Et ils viennent, ils s'implantent. Ils ont des bases. Mais ces bases-là font quoi? Vous avez suivi la déclaration du général Bollé en France sur Barkhane. Il s'inquiète même du fait que quand une unité combattante sort d'une caserne pour aller au front, elle est caillassée par les mêmes populations. Alors, il y a un problème. Et il va falloir que, avec le temps, nos gouvernants, franchement, je ne sais pas comment leur expliquer, mais qui prennent de la hauteur par rapport au terrorisme et surtout qu'ils trouvent des solutions. Ce matin, je lisais dans un livre dont je cite aussi par le nom ici, qu'il faut protéger le renseignement. Ça dit qu'il y a une cellule de protection du renseignement. Je viens vous donner un renseignement. Celui qui me donne ces renseignements, je le protège, je protège ses sources. Mais est-ce que c'est le cas ici? On vous dira que c'est Kazumi qui me l'a dit. Et on le livre comme ça à la vindicte populaire, sinon qu'on allait le livrer même à un groupe de voyous qui s'en occupe. Et vous voyez le mot que je vous ai dit. Le terrorisme est en train de changer de visage et d'épaule. Le terrorisme tel que unité terroriste frappée sur un État, ce n'est plus le cas. Ils sont en train de... C'est devenu identitaire. Et Dieu prenne garde, parce que Dieu nous protège, parce que c'est le moyen le plus facile pour mettre un État en branle. Il suffit de monter l'ethnie Peul contre l'ethnie Yoruba, l'ethnie Yoruba contre machin, on massacre comme ils le font entre les Dogons et machin. Et que ces gens-là aient les moyens, qu'ils soient infiltrés par les terroristes, qu'on leur donne assez de moyens, mais ça va être un vacarme. Alors, insupportable. Kazumi Pedian, on parle de paiement par téléphone, par carte prépayée, l'usage d'argent liquide, on parle de cagnotte ou de crypto-monnaie. Mais est-ce que cette quête de retracer l'argent pour pouvoir endiguer le terrorisme, est-ce que ce n'est pas une quête perdue d'avance? Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes dans un monde où ce sont ces moyens-là pratiquement intraçables qui permettent aux gens de vivre et de faire des affaires. Bien sûr, et vous l'avez dit, la réponse à la question, elle est déjà dans la question elle-même. Pourquoi veut-on chaque fois traiter les conséquences
alors que la cause est ailleurs. Il faut traiter la cause. Le mal est traité à la racine. La cause, elle est là. D'où est-ce que... Qui envoie? C'est ça déjà. Qui est-ce qui a envoyé? Ils n'attendaient pas ce que cela... le système par lequel cela a pu donc parvenir aux ayants droit pour sanctionner ça. Non. Qui a envoyé l'argent? C'est quelqu'un qui a envoyé l'argent. Et c'est l'argent de qui? L'argent là devrait servir à quoi? Pourquoi a-t-on envoyé ça? Écoutez, vous l'avez dit à l'entame, un pays comme le Congo, pourquoi c'est le Congo qui a agité? Parce qu'ils ont les richesses du sous-sol. Vous avez parlé du Mozambique, il y a le diamant. Le Botswana n'est pas inquiété, Dieu seul sait. Pourquoi ce pays est toujours donc dans l'œil du cyclone? Mais les autres pays, avec la bauxite, la Guinée, vous avez des pays comme le Mali, l'or. Vous avez le Burkina Faso, toujours l'or, le coton. Vous avez des pays comme le Sénégal, qui joue le rôle de transit, de transit, donc de ces fonds. On connaît d'où est-ce que tout ça là vient. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies veut arrêter donc la saignée, je crois qu'ils savent d'où est-ce que c'est parti. Ils savent les États qui financent ça. Il a dit tout à l'heure, la France continue donc pas fournir l'arme de guerre à l'Arabie Saoudite. Ils n'ont pas nié. Les États-Unis ont autorisé la fabrication à abondance des armes. Ces armes-là, ce n'est pas réservé pour les animaux. Ce n'est pas pour aller faire la chasse. C'est pour être vendu. C'est pour être vendu. La Libye, la question de la Libye, l'esclavage des temps modernes en Libye, on connaît les pays qui ont demandé ça. Et quand vous formez tout ça, vous vous attendez à quoi? Je crois qu'aujourd'hui, nos dirigeants, comme il a dit, doivent prendre conscience. Et il va falloir qu'on retourne l'arme maintenant contre les fabricants. Il va falloir que les États-Unis, qu'on retourne les AKM, les munitions contre les États-Unis. Il faut cesser d'être donc cette puissance qui finance le terrorisme. Ce n'est pas un appel à l'insurrection. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est de voir un peu les conséquences de ce qu'ils ont donc engendré. Il faudra dire à Trump, lorsque vous finissez de fabriquer les armes, essayez ça d'abord à votre population pour voir si ça fait du bien ou si ça fait du mal. Exact. Vous ne pouvez pas fabriquer des armes et dire que vous aspirez à un monde de paix, à un monde... Non, c'est pas possible. Et même pour enchérir ce que vous dites, il y a même des armes qui sont utilisées sur d'autres champs de guerre, de pays étrangers, à titre expérimental. C'est étonnant. Continuez. Et donc ces pays, il faut véritablement... Et c'est pourquoi, d'une part, j'apprécie la politique donc des pays comme la Corée du Nord. Oui, il faut se faire respecter dans tout ça. Et il faut que le continent africain aussi pense à quelque chose. Effectivement, pour que nous cessons d'être donc la plaque tournante donc de ce business. Parce que c'est un business. Le commerce des armes, c'est un business. On vient donc nous remettre les armes et en sourdine, on surexploite nos richesses du sous-sol. C'est ça le business. On finance parce qu'on est sûr que des multinationales viendront donc poser leurs valises chez nous et exploiter. On finance la guerre en Iran parce qu'on sait que l'Iran est pourvu en pétrole. Et aujourd'hui, les États-Unis, malgré donc leur rancœur contre l'Iran, n'ont jamais cessé d'être donc le panier, enfin, le numéro 1 en termes donc de partenariat avec l'Iran. Sur le plan donc de l'économie, c'est les États-Unis. La monnaie iranienne est donc rattachée au dollar américain. Exactement. Ils savent ça, ils savent ce qu'ils font. Ils savent bien ce qu'ils font. Et donc, moi je crois que c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie, il faut cesser d'être hypocrite. Il faut que la France se regarde en elle-même. Il faut que ces multinationales, parce que quand on parle donc de ces questions, de génération en génération, c'est la même chose qui revient. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a un système qui est mis là et qui travaille sur ce modèle-là. Il faut véritablement que le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, puisse donc ramener tous ces messieurs-là à la table parce que ça part progressivement vers une troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom. La troisième guerre mondiale partira donc de ces frustrations. Moudjao par ici, MLA par là, Ansadine par ici, Boko Haram par là, et vous avez leurs mentors qui sont tapis quelque part au Proche-Orient, qui sont là-bas, qui tissent donc sur les ficelles. Et vous avez un pays comme la Russie qui reste imperturbable, qui fabrique
des armes, qui ne les met pas encore à disposition de qui que ce soit, mais qui attend du jour, certainement au lendemain, pour donc exprimer aussi son point de vue sur un certain nombre de sujets. Tout ça, ça nous amène où? Travaillons, développons nos économies. Partenariat gagnant-gagnant. Pourquoi chaque fois on veut exploiter, surexploiter les ressources d'un pays X au détriment d'un pays Y? C'est pas possible. Pourquoi on doit remettre des armes à des ethnies pour aller détruire leurs frères de l'autre ethnie? Moi, je ne sais pas si c'est développer le monde, je ne sais pas si c'est l'amour du pays, de la patrie qui aujourd'hui mentionne ça. Je ne sais pas là où c'est inscrit dans les saintes écritures, si c'est dit que il faut arriver donc à cette extrémité-là. Il va falloir véritablement que la conscience commence par gagner l'activité économique pour que véritablement on cesse donc avec le financement et tous ces systèmes qui ne font que pourrir l'économie. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas aussi, je dirais, une question de développement? Parce que s'il y a des routes, s'il y a des écoles, s'il y a des opportunités d'emploi pour les jeunes, et c'est beaucoup plus difficile de répondre à l'appel des intégristes. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de gouvernance et de mode de gouvernance de nos dirigeants dans les pays-là, en plus d'être, je dirais, une politique qui favorise ou qui permet, en fermant les yeux parfois, sur certains trafics? La bonne gestion du pouvoir d'État et des affaires, de la cagnotte même du pays. C'est ça, au fait, qui crée tout ça. C'est ça qui crée... Quand il y a mal donne au niveau de l'économie, mais souffrez qu'il y ait mal donne au sein des problèmes sociaux. Si j'ai pas les moyens, si par exemple mon gouvernement n'arrive pas à me payer mon salaire à la fin du mois, souffrez qu'à la maison ça n'aille pas aussi. Et que madame et les enfants se mettent à gueuler, il n'y a pas à manger. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais je risque mon honneur familial. Et dans ce cas, je suis prêt à tout. Je suis prêt même à prendre, voilà, évidemment, la première Kalachnikov, aller me mettre au coin de la rue pour guetter le premier venu. Les problèmes de gestion sont des problèmes de développement et ils sont liés, malheureusement, à une bonne gouvernance de nos jours. Réclamée, une bonne gouvernance réclamée. Mais ce n'est pas le cas. Vous prenez nos pays aujourd'hui. Moi, je prends le cas du Mali. Quand je parle du terrorisme, c'est un pays. Imaginez-vous le Mali dans les époques antiques. Il a connu un roi qu'on appelait Kankamoussa. Ce monsieur, quand il se déplaçait sur le golfe Persique, il y avait tellement d'or que le panier même de panier d'or coûtait moins cher qu'un panier de tomates. Il donnait le Mali était réservoir d'or. Donc si vous voyez, à la porte de Kidal, les autorités n'ont pas accès dedans. Les gens viennent jusqu'à Kidal, ils vous disent arrêtez-vous là. Je suis chez moi, vous me dites de ne pas aller dans mes toilettes ou de ne pas aller dans ma cuisine. Ça sent quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez des forces étrangères, comme Barkhane, comme la MINUSMA, comme je ne sais pas quoi. Il faut arrêter tous ces gens-là et les renvoyer chez eux. Vous prenez fait et cause pour parfois des populations qui expriment leur ras-le-bol et qui estiment que les bases étrangères dans les pays africains n'ont aucune utilité. Est-ce que c'est l'avis que vous partagez aussi? Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Entièrement. Et si oui, est-ce que vous avez des éléments de preuve? Non, mais entièrement. Vous voyez les Maliens, j'ai suivi aux informations, il y a même une jeune dame qui a dit, j'ai suivi aux informations, elle dit, pour la prochaine fois, le sang d'un soldat malien versé, nous allons brûler des stations totales. Oui, mais non, je vous dis ce que j'ai vu. Non, est-ce que vous acceptez ce n'est pas... Je n'incite personne à la violence. Vous savez, je suis un partisan de la non-violence. Ce sont des propos va-t-en-guerre. Ce ne sont pas des propos va-t-en-guerre. C'est les entreprises emploient des populations autochtones. Dans le cadre où ce n'est pas moi qui souffre. Ce sont les populations maliennes qui souffrent. Ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'ils sont dans ce merdier. Ceux qui gèrent l'État malien, ce sont des humains. Où ils sont compétents à gérer un État, où ils ne sont pas compétents, ils dégagent et ils laissent la place à des gens qui soient capables de le faire. On ne vient pas au pouvoir d'État parce qu'on a une belle tête, on est clair, on est noir.
on vient au pouvoir d'État parce qu'on en a les capacités managériales et qu'on vient avec une équipe et un programme, un vrai programme. On ne vient pas juste pour... parce qu'on a envie de prendre un avion, d'aller à des sommets, se balader partout. Le peuple malien, il est là, il souffre. Il est tout le temps, tous les jours, on égorge, on tue. Les autorités, ils font quoi? Vous croyez que ça empêche leur climatiseur de tourner? Ça n'empêche pas leur climatiseur. C'est donc aussi une faillite politique. Non, c'est une faillite. L'État a échoué. C'est un échec cuisant de l'État. Et quand c'est comme ça, franchement, il suffit que moi je vous dise qu'il dégage. C'est d'abord l'échec de la politique de nos États. Lorsque vous n'arrivez donc pas, comme il le dit bien, à assurer les besoins donc, de vos populations, à savoir se nourrir, se vêtir, les cinq besoins fondamentaux. Les cinq besoins fondamentaux, lorsque vous n'arrivez pas à le faire, et que donc un pays étranger, un pays riche, décide donc de vous offrir ça en lieu et place, il vous demande quoi? Il vous demande les yeux de votre tête, il vous demande la prunelle de vos yeux, il vous demande l'or, il vous demande le diamant, il vous demande la sécurité, il vous arrache l'impossible pour donc arriver donc à assumer les besoins de votre population. Il faudra que tout ceci, ça cesse. Moi, j'attire l'attention donc des grands pays, des pays déjà développés. Vous l'avez demandé tout à l'heure, c'est une histoire de développement. Vous avez eu la chance de vous développer sur plusieurs siècles. Quand on dit aujourd'hui les États-Unis, c'est déjà plusieurs nations développées. La France, l'Allemagne et autres, les pays européens, ils sont déjà développés. Ça leur coûte quoi aujourd'hui d'aller dans un partenariat gagnant-gagnant avec nos différents États, avec l'Afrique et le Moyen-Orient? Parce que quand on parle du terrorisme, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient. Ce sont donc... Traitons les gens d'égal à égal. Ce qu'ils ne font pas. Traitons nos États d'égal à égal. Ne surexploitez pas nos bauxites. L'uranium du Niger, n'envoyez pas ça à Paris alors que les populations donc, de Niamey sont donc, dans l'obscurité. Traiter d'égal à égal revient donc à ça. Quand vous auriez fait ça, quand nos États se seraient développés, je ne crois pas qu'il y ait un Africain qui puisse traverser aujourd'hui la Méditerranée pour aller bousiller un Français chez lui à Nice ou à Nantes. C'est pas sûr. Il va travailler dans son État. Et donc, moi, je crois que la conscience collective, la conscience de nos États doit commencer par nous gagner. Le Conseil de sécurité doit donc penser beaucoup plus au développement des nations qu'à la question donc de la sanction. La sanction vient comme, pour moi, un non-lieu, un non-événement. Le véritable problème, c'est de nous aider à nous développer. C'est de traiter, c'est d'acheter notre bauxite au prix juste. Et je félicite le Ghana passant, le Ghana et la Côte d'Ivoire sur le cacao. Je fais coup de chapeau, continuez comme ça. Et ça marchera pour nos États. Ben oui. Et ça marchera pour nos États. Le dit, ce n'est pas que nous sommes contre la politique de l'Occident. Le dit, c'est que désormais, nous rêvons aussi avoir des États développés. Mieux, il faudrait aujourd'hui que ces États puissent implémenter la notion donc, de la bonne gouvernance à nos dirigeants. Vous avez des États comme le Bénin, comme le Togo, comme le Sénégal, où un individu se lève, arrache tout ce qu'il y a comme bien au niveau de la population. Un individu se lève, va attraper le fils d'une localité. Ça sert à quoi? Et c'est les fissures sur lesquelles le terrorisme vient donc squatter pour fournir des armes à tel ou à tel. Il faut que tout ça cesse, que véritablement on vende nos ressources naturelles, qu'on réinvestisse, voilà, que l'inclusion économique soit une réalité dans nos États et que la bonne gouvernance passe par là pour que véritablement les pays africains du Moyen-Orient cessent aussi d'être à la traîne, qu'on voit des enfants de guerre, des enfants de soldats, de ci et de ça. Et chaque fois on parle de l'Afrique, on parle du Moyen-Orient, on parle aussi de certains pays, de certaines populations comme des populations les plus déshéritées du monde, et que c'est ces populations aujourd'hui qui s'offrent comme des boucliers, qui ont des armes sur eux pour aller bombarder telle ou telle autre région. Sous le Mnamdat, note d'espoir, perspective heureuse, pourquoi pas? Ben oui, il faut toujours avoir l'espoir. J'ai toujours dit qu'il faut toujours avoir l'espoir dans la vie. La vie, elle est ce qu'elle est, les difficultés sont ce qu'elles sont, mais il ne faudrait pas baisser les bras. Et pour
renchérir, si vous me permettez. Rapidement. Je voudrais féliciter le président Kabila pour avoir pris sur lui d'autofinancer les élections au Congo. Ça empêchait un terrorisme d'État par aussi. Allez-y comprendre, lisez entre les lignes, vous verrez ce qu'il c'est. Mais ce n'est pas non plus un gage de paix en aide au Congo. La situation est extrêmement difficile. Ça a permis de passer une étape. Aujourd'hui, la situation est toujours extrêmement difficile. Vous êtes Souleymane Hamzat, consultant problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, mon confrère Casimir Pédior, journaliste, directeur de publication du quotidien Nouvelle Économie. Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.